Ce que je propose maintenant, c'est que nos deux premiers intervenants de ce matin, hein, Bernard Fuselier et Thomas Perrieux, viennent nous rejoindre ici sur scène pour qu'on puisse maintenant avoir un moment d'échange entre vous et d'échange avec le reste de l'Assemblée aussi. On va voir si pendant ce temps-là, on parvient à réanimer un peu les micros, hein, ce qui nous aiderait bien pour la suite, si ça a l'air de fonctionner. Voilà, voilà. Et donc on va prendre jusqu'à 13 heures à peu près hein, pour échanger sur ce qui a été dit ce matin et tisser des liens entre les différentes interventions. Donc voilà, vous pouvez l'un et l'autre reprendre place, peut-être assis, ce sera plus simple. Il y a des micros ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y en a un pour chaque, ce serait top. Normalement, oui, là, voilà, c'est temps. Voilà. Question puis. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est déjà donner un micro à Thomas Perrieux. Vous vous souvenez de ce qu'on vous avait demandé pendant la première partie, et beaucoup l'ont fait, de prendre un bic, une petite feuille de papier, et de répondre à une question que vous allez nous rappeler. D'ailleurs, Thomas Perrieux, je ne sais plus comment elle était formulée exactement, le temps pourquoi dans le travail. Donc pour moi, dans mon travail aujourd'hui, il est temps de quoi? Voilà. Pour moi, aujourd'hui, dans mon travail, il est temps de quoi? Peut-être un petit florilège des réponses qu'on a reçues avant de commencer à échanger. Voilà, ça va faire un peu résonance et écho. Je ne vais pas avoir le temps de tout reprendre. Il est temps d'imaginer et de créer. Il est temps de se poser pour penser de façon juste. Pour moi, dans mon travail, il est temps d'écouter. Il est temps de changer. Il est temps d'accepter de ne pas produire en permanence. Prendre le temps de se poser, de réfléchir et d'échanger. Il est temps de rire, en majuscule. Dans mon travail, il est temps de se recentrer sur le cœur de chaque métier, identifier l'urgent et le prioritaire. Il est temps... Pardon, ça j'ai lu. Pour moi, dans mon travail, il est temps de prendre l'air. Dans mon travail, il est temps de prendre le temps de me poser pleinement sur les dossiers en cours, ne plus laisser dans mon bureau débordant de dossiers à traiter en attente. Il est temps de prendre en compte la violence des politiques d'insertion et de réaliser l'impact qu'elles ont sur la santé mentale. Il est temps d'oser désobéir à la bureaucratisation, à l'homogénéisation, à la surveillance, au contrôle. Il est temps aujourd'hui dans mon travail que notre direction et le CA reconnaissent mon travail et les difficultés émotionnelles qu'il peut engendrer. Il est temps d'ouvrir des possibles, de s'ouvrir et d'être accueilli dans la société dite normale. Pour moi, dans mon travail, il est temps de me sentir légitime et de croire à l'impact positif de mes actions. Il est temps de déléguer ce qui m'emmerde. Il est temps d'aller à l'essentiel. Il est temps de revoir la cadence et le nombre de tâches. Il est temps d'assister à des colloques et à des formations. Vous savez quoi d'ailleurs, on va marquer une petite pause et on en relira peut-être encore l'un ou l'autre après, un petit dernier du coup. Il est temps de prendre ma retraite. Voilà, on ne va pas demander évidemment qui a dit quoi. Mais on va revenir évidemment sur les liens évidents qui se font entre ce qu'on entend là, ce qu'on a pu entendre dans la bouche de chacun d'entre vous jusque-là. Bernard Fuselier, peut-être tout d'abord, quand j'entendais les échanges ce matin, je repensais à cette image de la grenouille, vous savez, qu'on met dans l'eau froide, et puis progressivement on fait chauffer l'eau, et vous connaissez, hein, j'imagine, la métaphore, si vous mettez directement une grenouille dans l'eau bouillante, ben, elle va sauter tout de suite en dehors du récipient dans lequel on essaie de la mettre. Si vous la mettez d'abord dans l'eau froide et puis qu'on fait chauffer l'eau progressivement, elle va rester jusqu'à cuire, jusqu'à finir ébouillante. Et parfois j'ai l'impression, en vous entendant ce matin, que ce que vous nous décrivez aujourd'hui de l'organisation du travail, enfin en tout cas d'une série de caractéristiques de l'organisation du travail, que ce soit dans tous les métiers, mais peut-être en plus dans les métiers de la santé que vous connaissez particulièrement bien ici, que si on nous avait décrit le travail tel qu'il se caractérise comme ça aujourd'hui, on dirait ben non, ça c'est pas possible.
Et pourtant, on a construit progressivement cette société avec cette organisation-là du travail qui met beaucoup de pression sur le temps, qui a tendance à standardiser toute une série de choses, à imposer des normes, où on est parfois en dissonance cognitive entre ce que on a investi comme sens dans notre boulot et puis la façon dont on peut le réaliser aujourd'hui, et avec évidemment tous les mots qui sortent ici, où on sent qu'il y a de la frustration, il y a de l'envie d'autre chose, il y a de la colère même parfois. Comment est-ce qu'on a laissé s'installer ça quelque part, Bernard Filoni, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose que collectivement aussi on a construit, ce qu'on se trouve aujourd'hui à constater comme ne fonctionnant plus et avec tout ce que ça a comme impact sur la santé mentale. Oui, en effet. Bon, j'espère bien que vous n'allez pas vous arrêter là. Non, mais d'abord par rapport à la métaphore de la grenouille, je pense que les burn-out montrent que les grenouilles, elles essayent de sortir. Quand on voit l'attractivité d'un certain nombre de métiers qui est en train de se dissoudre par rapport aux jeunes générations et les pénuries d'emploi, on voit que la grenouille n'a pas envie de sauter dans l'eau chaude. Donc, en quelque sorte, il y a une représentation de ce qui est bouillant et douloureux. Ceci dit, pourquoi? C'est une réponse extrêmement difficile, hein, bien entendu. Je verrai deux éléments. Un premier élément, je n'ai pas évoqué, mais on est dans une société d'individualisation et d'individuation. Et donc, dans le monde professionnel, c'est fortement individualisé. Et le rapport au travail, c'est fortement individualisé. Le rapport au temps de travail, d'ailleurs, vous demandez à des managers, ils vous disent, aujourd'hui, par exemple, sur les horaires, on doit négocier quasiment chaque horaire. Donc, il y a un travail d'individualisation qui a un effet pervers. Un effet pervers, en aparté, j'évoquais un petit peu, mais aussi par rapport à Thomas, comment ne pas être impuissant, c'est qu'on a dissous quelque part des corps professionnels. Et c'est important que des corps professionnels puissent porter une voix collective et peser dans un rapport de force, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des rapports de force qui sont structurants des mondes professionnels, bien entendu. Hein, la question que vous posez, comment les journalistes le journalisme en est venu à être finalement une course effrénée à une information qui n'est pas contrôlée, etc., etc. Pas de façon globale, mais c'est aussi la façon dont, maintenant, il y a beaucoup de pigistes, etc., donc un rapport très individuel, très peu de statutaires, en quelque sorte. Donc voilà, il y a eu un travail, petit à petit, lié peut-être à une grande idéologie néolibérale, le poids de l'individu, et qui amène à détricoter, en quelque sorte, des régulations collectives, ou communautaires, hein, on pourrait dire. Et donc, il fait qu'il y a un positionnement beaucoup plus individuel, avec des mesures aussi de protection sociale qui font que, finalement, même si on s'éloigne, d'où la question des burn-out qui ont explosé, c'est parfois une fuite par rapport à une insatisfaction. Vous connaissez peut-être ce que Eichmann, la fameuse typologie d'Eichmann par rapport à une insatisfaction. On peut être dans l'exit, donc ça veut dire on quitte, mais il faut être dans les conditions de pouvoir quitter lorsqu'on est insatisfait. On peut être dans la loyauté, finalement je suis insatisfait, mais l'institution fait encore sens, et donc quelque part je monte sur ma chic et je reste. Il y a une troisième voie, qui est la voix, la voice. Donc là, on fait entendre sa voix. On dit on n'est pas d'accord, on doit changer les choses. Et puis, il y a une quatrième dimension que un de nos maîtres, Thomas et moi, à Louvain-la-Neuve, qui est Guy Bajois, qui a ajouté l'apathie. Face à une insatisfaction, une des réactions, c'est d'être apathique. Et donc, on laisse faire, on se met plutôt en retrait, on se protège, on contribue, on continue à agir dans l'institution. Le quiet quitting, peut-être, hein, on en a beaucoup parlé, mal interprété des missions silencieuses, mais c'est en fait une apathie par rapport à l'organisation. Et tout ça, finalement, évite qu'on change, en quelque sorte, l'organisation, sa culture. Donc, voilà quelques pistes de réflexion par rapport au fait que c'est vrai qu'on a l'impression d'être enlisé, en quelque sorte, dans cette forme d'organisation individualisante et insatisfaisante.
Et c'est intéressant, et c'est pour ça, dans l'échange aussi, je trouve ça intéressant de voir un petit peu quels sont les points sur lesquels on peut agir. Parce qu'effectivement, là, on a posé beaucoup de constats ce matin, et ça peut avoir un côté un peu désespérant si on se concentre surtout sur ce qui ne fonctionne pas et de ne pas se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut le changer. Donc, déjà, une première réponse de dire, bon, ben voilà, c'est de pouvoir se dire que ça ne va pas, de pouvoir aussi le faire entendre collectivement. Pour reprendre la métaphore de la grenouille, si toutes les grenouilles se mettent à sauter en même temps et puis, si possible, après à renverser peut-être la casserole, ça peut évidemment changer. Et il y a un autre élément, Pascal Chapeau, peut-être, vous parliez de ce temps utile, temps subtil. Je trouve intéressant cette explication et cette différenciation et cette impression, quand je vous écoutais, de dire est-ce qu'on n'a pas une société qui a surtout été construite ces dernières décennies sur la valorisation de ce temps utile et d'avoir voulu adapter, appliquer ce qui sont les critères d'utilisation la plus rationnelle et la plus productive du temps à ces métiers qui sont par définition des métiers du temps subtil. Et donc là aussi, ma question est un peu la même. Est-ce qu'on peut inverser à un moment donné l'ascendance? Parce que là, ce qu'on entend et ce que vient de nous dire Thomas Périlleux, c'est toute une série de témoignages de gens qui disent mais je n'ai pas l'impression qu'on me donne toujours les conditions dans mon travail d'exercer un travail qui ne peut pas être standardisé forcément, qui ne peut pas être rentré dans des cases, qui ne peut pas être rentré dans des normes de temps, etc. Là aussi, quelles seraient les clés pour faire face à ça? Pour vous répondre, je dirais que effectivement, le primat de l'utile a finalement essaimé dans toute une série d'autres métiers et est devenu le modèle. On a parlé tout à l'heure des normes, on pourrait parler des qualités, hein, la question des qualités, les évaluations qualité, etc. C'est majeur dans toute une série de lieux. Mais c'est majeur pour nos sociétés. Dès qu'on ouvre le robinet, on est très très content qu'il y ait eu un test qualité de l'eau. Vous prenez un ascenseur, vous êtes très heureux de voir l'autocollant ISO à côté de l'ascenseur, un train de même, etc. Et le contrôle qualité, l'ISO, est véritablement la production de normes sous-jacentes de toute notre société, qualité de l'air aussi, qualité d'une voiture, partout, partout, partout. Nous demandons de la qualité et nous en demandons toujours plus et on veut aussi des labels bio pour ceci, etc. Donc nous sommes demandeurs de qualité. Jusqu'au moment où ces qualités qui, alors, sont des productions probabilistes d'ingénieurs et de chefs de chaîne, il y a tout un travail à faire sur... Enfin, en fait, j'écris un livre sur la qualité et j'ai essayé de faire toute la genèse au Japon, des normes de qualité, etc. Mais jusqu'au moment où cette notion de qualité vient vers les métiers de l'humain. Et les métiers de la santé, et les métiers de la psychologie, et les métiers de l'enseignement. Et alors, on a une évaluation de la qualité qui s'adresse à ce qui est de l'ordre de l'inévaluable, qui crée une bureaucratisation, on en a beaucoup parlé, mais qui crée aussi, pour les professionnels, une insatisfaction parce que la part subtile, justement, la part importante de leur métier n'est pas prise en compte par ces référentiels-là et elle est véritablement de l'ordre de l'inévaluable. Alors je crois que la résistance, puisque c'est ce mot-là qui est au centre de la question, la résistance peut s'exprimer en disant mais il y a un certain art humain qui est de l'ordre de l'inimitable et qui est finalement la manière dont je fais mon métier. C'est la revendication, je suis un professionnel de. Je suis un professionnel de, et je suis un professionnel irremplaçable et d'une certaine manière inévaluable dans des schèmes préexistants, parce que ma manière de faire est fondamentalement nouvelle. Nous sommes tous des innovants. Chaque personne qui prend la parole innove dans sa façon de parler. Et les schèmes, comme ils sont prédéterminés, ben, ils s'appliquent toujours rétrospectivement à ce qui a existé avant. Donc,
C'est ça aussi la question de la fierté. Se dire, mais finalement, je fais les choses de manière nouvelle et je suis désolé, je ne suis pas évaluable et donc je ne suis pas remplaçable. À partir du moment où on n'est pas seul à le dire, mais où c'est le mot d'ordre qui passe, finalement, ça peut avoir une certaine force. Et j'irai plus loin, c'est le mot d'ordre qui va passer de plus en plus parmi les humains. Parce que la question de la remplaçabilité, c'est bien ça qu'on parle, et celle à laquelle on va être confronté avec l'intelligence artificielle. Évidemment, ces référentiels de qualité qui décrivent toujours plus finement l'action humaine, ils servent comme référentiel pour des systèmes experts, qui sont des systèmes experts qui vont faire ceci ou faire cela. C'est sûr qu'une intelligence artificielle qui ferait de l'aide psy, par exemple, serait une intelligence artificielle qui serait programmée à partir d'une sorte d'ossature assez fine, descriptive de ce qu'est une consultation. C'est ça dont on se sert pour nourrir les intelligences artificielles. Et on va vers là aussi. Et donc, en résistance à cela, mais en résistance en trouvant tout de même, non pas le côté manichéiste pur et dur, parce que c'est stupide, et l'intelligence artificielle comme système d'exploitation du monde va servir toujours plus, mais la revendication de l'irremplaçabilité et du fait que ce que nous faisons en travaillant, c'est aussi de l'art, c'est une manière tout à fait personnelle d'exprimer les choses, et il faut jouer le jeu jusqu'au bout en disant, mais je le fais vraiment, je le fais en conscience, je le fais en vigilance. C'est cette façon-là qui finalement permet que le travail ne soit pas uniquement le lieu d'un fonctionnalisme, mais le lieu aussi d'une expression de créativité et retrouve du sens. Bernard Fuselier, vous voulez réagir plus brièvement? Oui, très brièvement et très basiquement, c'est que derrière aussi, par exemple, la question de la qualité, c'est la définition de la qualité. Et il est clair que dans nos organisations, certaines personnes ont intérêt au système qui se met en place. Vraiment de l'intérêt, ça les renforce. Je prends un exemple que je connais bien, de la question de l'excellence dans la science. On a vu ça à partir des années 2000, la proclamation de l'excellence. Mais pas n'importe quelle excellence. Une excellence qui est quantifiable, une excellence qui est dimensionnable, une excellence qu'on peut afficher à travers des chiffres. Et il est clair qu'à cette... Non, je me lève tout le temps. En fait, quand il est à un dîner, il se lève aussi quand il faut d'abord. Non, mais il est évident que même si on est entre pairs, un certain nombre de collègues ont tout intérêt à ce qu'on fasse de la bibliométrie. Ils arrivent et ils disent, regardez mon Edge Index, qui le renforce dans une négociation de pouvoir. Mon Edge Index, ça veut dire, voilà le nombre de publications que j'ai, combien de citations, dans combien de revues, mon impact factor, etc. C'est du jeu à l'intérieur des professions, à l'intérieur des organisations. Et donc, tout ce qu'on dit, ce n'est pas simplement quelque chose qui plane, c'est que dans toute organisation, lorsqu'on met en place une politique, il y a des gens qui les portent et des gens qui les contestent. Et derrière les contestations, il y a aussi des intérêts. Donc il faut évidemment avoir une conscience très claire qu'on est dans un jeu dans lequel les relations de pouvoir, les intérêts sont engagés, et comment on peut, par exemple, sur la question de la qualité c'est un mot creux, comment on va le remplir? Et qui va pouvoir le remplir? Avec l'idée qu'on peut devenir presque un professionnel extrêmement bon pour rentrer dans les normes, et pour autant se décaler de ce qui est l'essence ou le sens premier d'un métier. C'est ça aussi, non, Bernard Fuselier? On peut, parce qu'à un moment donné, plutôt que de jouer le jeu de son groupe professionnel, de ce qui est le bon assistant social, bon infirmière, bon policier, bon n'importe qui, on va se dire, on va jouer là comme le jeu de me faire valoir dans l'organisation. Et donc moi je vais défendre des intérêts plutôt techniques dans une relation de pouvoir qui fait sens au sens où, en effet, l'utilité de faire l'économie qu'on va pouvoir avoir ou la rentabilité, mais elle va me renforcer auprès d'autres hiérarchies. Et donc, en effet, plutôt que de défendre une corporation professionnelle, on va défendre la corporation managériale, par exemple. Un petit mot alors, Thomas Perrieux, sur la question de la confiance, parce que j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans ce qui se pose là. Si on doit définir que demain, pour toute une série de métiers, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre
du quantifiable, qu'on ne peut pas faire rentrer dans des cases, qu'on ne peut pas évaluer en temporalité, de dire, bah, tiens, oui, un patient, c'est 25 minutes, et puis c'est tout. Enfin, j'imagine, je ne suis pas praticien, mais il y a plein de fois où on se dit, bah, en fait, il nous faudrait 4 fois plus de temps, puis des fois où on en a besoin de moins. Ça pose, me semble-t-il, aussi la question de la confiance qu'on fait dans la capacité de travailleurs à évaluer quels sont les besoins de temps, par exemple, ou les moyens à mettre en œuvre pour telle ou telle situation. Et j'ai l'impression qu'à l'inverse, cette société, avec la folie, la norme que vous avez vous-même décrite, elle impose plutôt une logique de méfiance, où à tout moment, la confiance doit pouvoir être mesurée, démontrée. Hein, c'est sur Airbnb, on va mettre 5 étoiles ou pas, on sort de la cafétéria, on a un petit sourire si on a été content, etc. Et que donc, quelque part, cette logique-là, elle s'applique de plus en plus dans beaucoup de métiers, y compris dans des métiers où, on l'a dit, on l'a entendu à travers vos propos ce matin, c'est difficilement quantifiable. Vous avez un micro. Oui, je vous remercie de poser la question. Elle m'était un peu venue à l'esprit à l'écoute des 3 interventions, et quelque chose qui court là de façon sous-jacente dans cette question. Comme si la confiance n'était pas donnée d'emblée aux professionnels, et comme si au fond il fallait toujours remettre sur le métier de nouvelles épreuves pour tester, pour demander de rendre des comptes, mais de rendre des comptes dans des formats qui ne correspondent pas en fait aux attendus du métier. Moi, je crois qu'on devrait opposer rendre des comptes et rendre compte. Je pense que c'est important de rendre compte de ce qu'on fait, mais ça ne veut pas forcément dire rendre des comptes dans les formats qui sont ceux promus par le management. Et je pense que ça touche la question de la confiance. Alors, ce que j'entends aussi en consultation, c'est que ça finit par atteindre la confiance en soi. Et ça, c'est quand même très, très fréquent. C'est peut-être majeur. On dit perte d'estime de soi. Je ne sais pas si le terme est très ajusté. Il me semble que c'est vraiment des professionnels qui en arrivent à ne plus se faire confiance à eux. Et alors, c'est double, donc c'est pouvoir retrouver la confiance dans sa pratique, avec l'idée qu'elle est toujours singulière, comme venait de dire Pascal. Nous sommes des artistes. Alors l'artiste, je pense qu'il a une confiance, même fragile, mais quand même une confiance dans son geste. Donc retrouver cette confiance dans notre professionnalisme, mais elle s'appuie aussi sur l'institution. Et je pense que dans une institution qui défaille, ben le tissu de la confiance se défait aussi. Et je crois que, pour moi, c'est frappant de partir comme ça dans des situations où le professionnel, où le premier rapport entre les directions et les professionnels, c'est un rapport de méfiance. C'est très difficile de le renverser. Et je termine par un dernier point, c'est qu'il me semble qu'on peut le renverser uniquement en passant par la dimension du collectif. Retrouver confiance en soi, par la confiance aussi, dans un collectif, c'est-à-dire fondamentalement dans des règles de travail qu'on partage. Alors après, il faut mettre ces règles à l'épreuve, il faut pouvoir faire effectivement l'épreuve des difficultés concrètes, mais ça passe par des règles partagées. Si ces règles n'existent pas, la confiance, elle est presque dissoute d'emblée. Et ça ne tient pas seulement à la méfiance de l'institution ou des pouvoirs subsidiants, c'est vraiment le cœur du métier. On se rend compte, par exemple, dans des équipes d'infirmiers ou d'infirmières, même dans le champ de la santé mentale, que les réunions d'équipe disparaissent. Si ces réunions d'équipe disparaissent, comment voulez-vous qu'on continue à se mettre d'accord sur des façons de faire ? S'il n'y a pas cet accord, il y a de forts risques que la confiance n'existe plus non plus. En fait, ce qui me frappe quand je vous entends tous les trois, c'est que chacun vous fait appel à une réaction un peu collective et systémique, à se dire, tiens, ben, c'est sans doute pas le travailleur tout seul qui va pouvoir réorganiser des choses, mais il y a un système à mettre en cause, à changer, un cadre de normes, etc. Et en même temps, Thomas Périeux, vous recevez, vous, dans des situations cliniques, mais j'imagine que c'est le cas pour plein d'entre vous qui font du suivi psychosocial, etc., des personnes qui viennent individuellement parler d'un mal-être, etc., qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme clé de réponse? Parce que c'est pas si simple de dire, en fait, il suffirait de changer la société, c'est pas dur. Donc, comment est-ce qu'on articule ça, je dirais, dans le discours qu'on peut avoir entre, à la fois, on l'entend chez vous tous, cette idée que, oui, il y a des choses importantes à repenser, transformer, etc., des réactions collectives même à l'intérieur des organisations, et puis une réponse plus individuelle à des personnes qui viennent déposer une situation de détresse.
Là, la question est une question clé et très, très compliquée. Ça me permettait de vous demander, à vous public, là, qui est dans le champ de l'insertion socio-professionnelle et qui est dans le champ de la santé mentale. Oui, donc on a comme une grande majorité d'intervenants dans le champ clinique et celui de la santé mentale. Il y a un parallèle, hein, je pense, hein, mais le travail est un peu différent dans des consultations individuelles cliniques. Alors, on peut faire des réponses à plusieurs registres, sur plusieurs plans. Le premier plan, pour moi, c'est celui de la rencontre avec un patient. Là, c'est quelque chose de singulier, c'est au cas par cas. Et c'est un parcours qui s'engage, dont on ne connaît pas à l'avance les points de bifurcation. Ce qu'on peut espérer, ça je crois que c'est la ligne conductrice à long terme, c'est de dire que si la personne change, parvient à changer quelque chose de son rapport au travail, elle va forcément introduire des changements dans son équipe de travail, dans son milieu professionnel, peut-être plus largement dans son entreprise, peut-être plus largement dans une contestation du système socio-économique dans lequel nous fonctionnons. C'est un pari. Ça reste les leviers à partir d'une modification subjective. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se fait aussi des relais par rapport à d'autres intervenants en se disant, comme dans une réunion comme celle-ci, que la clinique individuelle ne suffit pas pour opérer des changements institutionnels ou sociétaux. Mais là, le passage est compliqué parce qu'on quitte la singularité. Et notre rôle, c'est pas de dire à un patient, révoltez-vous. C'est pas non plus de lui dire, étouffez votre colère. Mais c'est de partir de sa parole, et puis d'engager un chemin assez imprévisible avec lui. Ça n'amène pas forcément à une dénonciation critique de la société dans son ensemble. Mais je crois que l'enjeu, c'est de trouver les relais et d'articuler hein, les phénomènes, les processus psychiques individuels et puis des leviers sociaux. Ça me permet d'enchaîner et de relancer Pascal Chabot sur ça. Cette impression, et puis après on va ouvrir les questions à la salle, mais cette impression parfois que la réponse, que ce soit en entreprise ou au niveau politique, sociétal, que quand on dit oui mais on a de plus en plus un problème de santé mentale, et en particulier ici au travail, alors on va mettre plus d'argent pour du suivi psychologique en entreprise, on va mettre plus d'argent pour des consultations, etc., au niveau global, au niveau sociétal. Et ce qu'on entend dans ce que vous nous dites tous les trois ce matin, oui, enfin ça peut servir, évidemment, et c'est utile, mais il y a des questions beaucoup plus fondamentales sur l'organisation de nos sociétés, des questions plus fondamentales sur l'organisation du travail qu'il va falloir se poser. La santé mentale, c'est une question systémique de comment notre société est construite, et pas juste d'argent qu'on met ou qu'on ne met pas dans du suivi médical de cet enjeu. Je pense que c'est l'un et l'autre, et c'est même les trois. J'ai parfois tendance à me dire que nous avons, pour ainsi dire, trois visages où, je ne sais pas si le micro fonctionne. Un peu moins bien. Un peu moins bien, oui. Prenez-en deux, ça en est sûr. Voilà, merci. Que nous avons trois visages. Il y a le moi systémique, le moi qui fonctionne dans le système et qui est un bon petit soldat du système, d'une certaine manière, qui a incorporé les normes, qui sait comment faire ce qu'on lui demande, qui le fait au mieux et qui sait que le système n'est absolument pas le repoussoir négatif, mais il faut désidéologiser le système. Je sais bien que beaucoup de politiques, Trump et bien d'autres, ont fait du système le grand repoussoir, mais enfin, le système, c'est d'abord et avant tout ce qui donne une place et un rôle aux individus, ce qui les protège, ce qui les lie. Il y a un matérialisme du système, et personnellement, je m'inscris en faux contre les facilités philosophiques où on dit le problème, c'est le système. Non, le système, pour imparfaitement faire vivre ensemble, et c'est sur eux qu'il faut agir. Et à côté de ça, à côté de ce moi systémique, qui a déjà des leviers d'action en main, il y a ce que nous sommes aussi, c'est-à-dire des sujets sidérés, des sujets clivés aussi par le technocapitalisme mondial dont nous nous servons énormément et dont nous profitons énormément tout en étant
extrêmement circonspect, voire négatif par rapport à ses conséquences. Bon, Amazon existe, nous utilisons la plupart, beaucoup, enfin, vu son chiffre d'affaires, je crois que beaucoup utilisent Amazon, et cependant nous savons aussi l'impact tout à fait délétère sur les libraires de quartier, ceci et cela. Et donc beaucoup de nos façons de participer à notre société sont des façons qui nous clivent de façon interne, et nous savons que là, nous n'avons pas véritablement de rapport de force. C'est un anti-rapport avec ces ultra-forces planétaires. Et à côté de ça, à côté du moi systémique, à côté du sujet clivé, il y a encore une instance, c'est le soi. C'est ce que nous sommes fondamentalement, c'est ce que nous sommes dans nos profondeurs, c'est ce que nous sommes quand nous répondons à la question « mais qu'est-ce que tu aimes ?» La liste de ce que nous aimons en dit évidemment énormément, en dit beaucoup sur ce qui profondément nous constitue. C'est ce qui nous importe, et c'est le lieu aussi d'une saveur d'exister, d'une saveur de l'altérité, c'est le lieu à partir duquel nous aimons. Et c'est un lieu qui n'est pas, c'est un lieu en nous qui n'est pas mis à la porte quand nous allons travailler, évidemment. Il est là, il est ce qui nourrit notre personnalité profonde. Et je pense que nous sommes des équilibristes entre ces trois parts de nous-mêmes. Encore une fois, il faut savoir quelle part exprimer à quel moment. Mettre son soi sur la table en pleine réunion d'équipe, c'est pas toujours confortable pour les autres, dit pour soi. Mais enfin, c'est avec cela aussi qu'on s'exprime. Bon, très bien, écoutez, on va prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu pour qu'on puisse entendre des questions avec un micro. Donc voilà, je ne sais pas qui a envie de s'exprimer, de poser une question, d'amener quelque chose. On va prendre un tout petit peu le temps. Alors, là, je vois une main qui se lève là-dessus. Ah oui, monsieur, d'abord, peut-être. Demandez de faire des questions ou témoignages assez concis, comme ça, ça permettra d'en prendre plusieurs. On vous écoute, monsieur. Voilà, bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis infirmier au Vallon, secrétaire adjoint du PS Namurois, et je suis formation de conseiller en prévention niveau 1. Ok. 2 questions. J'en aurais une multitude parce que le débat est super intéressant. Ne faudrait-il pas bannir de notre vocabulaire le mot travail? Et en faisant un peu d'utopisme, ne faudrait-il pas bannir de la société l'argent au sens mondial? Je pose une question. Oui, bon. Ça Je m'arrête là. Ça mérite des vraies questions. Alors, donc maintenant, je dois demander à Bernard Fuselier de répondre, par exemple, de manière courte à ces deux questions. La question du temps, hein, vous vous souvenez? Pas le micro, mais pas qu'il est... Ah oui, sinon je vous donne le mien. Bien entendu, je ne peux pas répondre à cette question et qui serait non pas une utopie réaliste. Hein, donc, je pense que ce qui est important quand on projette des utopies, c'est que ce soit des utopies qui sont quand même ancrées dans le mouvement et qui quelque part peuvent se réaliser. Donc c'est important hein, de rêver un monde sans influence, mais bon. La question du travail, c'est autre chose. Il ne faut pas bannir le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je trouvais un autre mot pour définir un type d'activité. Je ne sais pas très bien si c'est... en revanche, dire on va élargir le travail et sa reconnaissance, ça me paraît extrêmement important dans l'état où on est actuellement. Oui, ça nous reconnecte à votre début d'exposé tout à l'heure, de dire qu'il y a encore aujourd'hui, malgré qu'il y a des lignes qui ont bougé, toute une série de choses qui, aujourd'hui, ne sont pas considérées comme du travail et qui le sont et qui ne suscitent pas, du coup, la reconnaissance qui va avec. Oui, c'est-à-dire, c'est reconnaître qu'il y a un certain nombre d'engagements, d'applications, d'activités qui sont fondamentales pour notre bien-être, pour produire du bien commun, pour produire de la cohésion. Et donc, quelles sont ces activités? Elles peuvent être discutées dans des parlements, dans des démocraties, pour pouvoir dire, on va soutenir ce type d'activité. Une autre manière de faire, et qui rejoint peut-être un petit peu de neutraliser la question de l'argent, c'est-à-dire donnons à tout le monde une allocation universelle et puis faisons ce que nous voulons. C'est une manière alors de retirer une partie de l'argent. Ce qui est un autre scénario, hein, où ils peuvent se combiner. Mais dire reconnaître des activités socialement utiles et en quoi
finalement dégager du marché, et donc plutôt d'une économie de redistribution, les soutenir en fonction des moyens qu'ont les finances publiques, c'est une autre chose que de dire donnons à tout le monde une somme minimale, et puis après, voilà comment ils peuvent considérer sans jugement leur vie bonne, en quelque sorte. Ok, on va prendre une deuxième question là, et puis après on essaiera de prendre une question émanant d'une femme, parce que là on ira avec discrimination positive, parce que là on a surtout entendu les hommes depuis ce matin. Oui, on vous écoute. Donc moi je prends vraiment le contre-pied. Donc je m'appelle Sébastien Alexandre, je travaille aux mutualités libres sur l'incapacité de travail. Et donc forcément on est attentif aux titulaires, aux patients qu'il faut protéger. Et en même temps on est attentif à l'équilibre de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, là maintenant et encore plus dans le futur, elle va être sous pression avec le vieillissement. On sait que les pensions, ça va augmenter, le financement des pensions va être compliqué. L'environnement, on sait qu'il va y avoir plein de problématiques de santé qui vont émerger et plein d'investissements à faire. On sait que là maintenant, nos systèmes démocratiques sont sous pression, en tout cas de par le monde. Bref, le futur n'est pas réjouissant. Et donc moi, dans ma petite réflexion perso, c'est de penser que justement il faut renforcer les systèmes en les améliorant. C'est-à-dire que justement il ne faut pas se désengager du travail, mais il faudra justement retourner d'autant plus au travail avec, comme le disait Bernard Fuselier, un travail qui serait entendu plus largement, donc avec toutes les tâches qui effectivement ne sont pas reconnues pour le moment et qu'il faudra faire, je ne sais pas, son potager, l'agriculture personnelle, etc., etc. Il faudra peut-être y arriver dans 10, 15, 20 ans, voire déjà aujourd'hui. Et donc ma question est justement si les utopies, ou en tout cas les décisions les volontés de semaine de 4 jours, réduction collective du temps de travail, etc., si justement ça, c'est pas la fausse bonne idée. Et qu'il faudra par contre retrouver, comme on l'a dit tout ce matin, retrouver du sens, mais qu'il faudra retourner vraiment au travail, dans un travail amélioré, où effectivement le travailleur aura davantage de bien-être que maintenant. L'idée que l'avenir ne serait pas forcément moins de travail, mais peut-être de concevoir différemment aussi le travail. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Mr. Chabot, peut-être d'abord. Oui, un petit mot pour dire que ce qui est quand même tout à fait marquant par rapport à la question de la souffrance au travail dont on parle, c'est qu'elle n'émane pas de personnes qui seraient des tirs au flanc. Les tirs au flanc, c'est ceux qui vont sur les flancs des armées pour être sûr de ne pas se prendre de balles, parce que les balles, elles sont plutôt au centre. Non, ce sont des travailleurs investis, très investis, qui ne regardent pas d'habitude à leur temps et qui ont quelque chose comme une adhésion profonde à la valeur travail. Et ça qui est intéressant dans la question du burn-out notamment, c'est qu'on n'est pas du tout dans une sorte d'apologie de la paresse. On est dans une réflexion sur la manière de bien travailler et sur la qualité du travail finalement. Donc ceci pour préciser les choses. Et puis alors par rapport à la question du temps que vous abordiez, bon, la phase Covid et la multiplication du télétravail a tout de même fait exploser les 3 grandes unités anciennes du travail qui sont unité de temps, unité de lieu, unité de personnes. C'est vrai que très longtemps on se dit tiens, il faut faire évoluer le travail, il faut réinventer le travail. On l'a énormément lu. Comme d'habitude, c'est l'imprévu dans l'histoire, en l'occurrence le Covid, qui est beaucoup plus révolutionnaire que tous les décrets que des intellectuels ont pu édicter. Et là, il y a quand même une reconfiguration, y compris sur la question du temps, avec pour le coup un temps qui peut être moins compté, mais une autonomisation beaucoup plus importante. Je crois, enfin moi j'aime beaucoup travailler. J'espère que on n'a pas senti dans mon discours quelque chose anti-travail, etc. J'adore travailler, mais j'aime travailler d'une certaine manière, quand ça a du sens, etc. Philosophie. Mais ceci pour dire que, et je pense que on sent bien que dans les quelques décennies
qu'on a tous sur Terre, bon, cette constitution de soi par l'activité et par l'extériorisation qui nous importe et la constitution de relations est absolument fondamentale. Et le drame psychique, c'est souvent le sans-emploi. Ceci, à nouveau, pour quand même ajouter le fait que c'est la qualité du travail qu'il faut défendre dans des sociétés qui pensent parfois davantage en termes de rapport de pouvoir au travail, et on n'a pas beaucoup parlé du pouvoir. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental, et quand on parle, dès qu'on est dans des plus grandes organisations, on voit qu'il y a des organisations qui sont dirigées avec un type de mentalité, un type d'idéologie qui sont difficiles, parfois dégradantes, et puis d'autres où c'est pensé de façon beaucoup plus agréable. Les cas de burn-out ne sont pas répartis tous de la même façon dans toutes les sociétés, dans toutes les organisations, ça il ne faut pas l'oublier. Ouais, je pensais en vous entendant dire que quand on parle de réduction collective du temps de travail, quelque part on reste dans une question quantitative, alors qu'on a bien compris ici il y a deux enjeux. Il y a la quantité évidemment, mais il y a aussi la qualité. Vous voulez réagir encore, Thomas Perrieux, brièvement? Oui, brièvement. Je suis aussi attaché au mot travail. Je pense qu'il a du sens, il a du poids comme réalité humaine, comme lieu possible de mise à l'épreuve de soi, d'exploration de soi. Ce que je constate, c'est l'envahissement dans les consultations des cliniciens, y compris les psychologues et les psychologues de première ligne, des questions du travail. Et je pense que là, il y a une position à tenir. On peut aller vers une clinique adaptative et il ne faut pas, je pense, minimiser les pressions qui sont faites pour que les cliniciens contribuent à une reprise rapide du travail. Ça, c'est une option. Ce n'est pas la mienne. Je ne crois pas que ce soit celle de notre équipe. On peut avoir une option différente qui est une option de remise en cause des conditions dans lesquelles ce travail s'exerce. Ce qui ne veut pas dire du tout éviter ou décourager une reprise du travail, mais en tout cas ne pas l'encourager si cette reprise se produit exactement dans les mêmes conditions que celles qui ont mené le patient à l'arrêt ou au burn-out. Et je comprends bien les enjeux économiques qui sont massifs, mais il y a une position qui me semble éthique et politique du côté des cliniciens. Ouais, on va prendre une dernière question pour ne pas se mettre en retard. Il y en a tout en haut. Hop. Ah, je ne sais pas. Ou alors on va prendre les deux. Vous savez quoi? On va les prendre successivement. Oui. Oui, moi je me posais la question, c'est pas vraiment une question, par rapport à ces critères dans lesquels on est enfermé, cette manière de mesurer notre travail, de le cadrer, si on ne pourrait pas, dans nos rapports d'activité, dans nos demandes de subsides, être notre propre proposition, c'est-à-dire, par exemple, dans nos rapports d'activité, dire ben voilà, ça m'a pris autant de temps de faire ce rapport d'activité, ça m'a pris autant de temps. Et j'ai récemment fait une demande de prime simplement pour ma maison, et je suis allée voir Omnirez, qui m'a aidé à le remplir. J'ai pris 3 heures à la madame, j'en ai pris 3 heures pour moi. Ensuite, ça va aller chez... Et qu'au bout du compte, on voit mais combien de temps ça prend, toute cette paperasse. Enfin voilà, je me dis juste, si on apposait ça dans le rapport, ça ne coûte rien, et j'y ajouterais même encore autre chose, qui serait de mettre à la fin du rapport d'activité, ben voilà, j'ai mis tout ce que vous vouliez savoir, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire de mon travail, c'est ça. Et peut-être le dire en un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, mais ce qui fait sens pour moi, et ce qui est important pour moi, je vous le mets aussi. Voilà, on ne désobéit pas tout à fait, mais on ajoute ce qui est important, et peut-être, avec le temps, ça peut apporter de la flexibilité, apporter autre chose. Avoir dans les rapports d'activité un endroit où on peut dire ce qu'on a dans les tripes, la façon dont on a vécu le fait de faire le rapport lui-même, et pas juste rentrer dans les petites cases toutes les réponses qui sont demandées, quoi. Mais pas seulement la manière dont on a vécu le rapport, mais ce qu'on a envie de dire de son boulot. Oui, de son boulot, pardon, excusez-moi. Parce qu'on nous demande des chiffres, on nous demande des quantités, c'est pas ça qui... de l'ajouter, en fait. Et que je pense que si on le fait tous, ça montre... voilà, que ces rapports n'ont pas de sens tels qu'ils nous sont demandés et n'apportent pas, en fait, de plus-value à notre travail. Voilà, pour la réflexion partagée. Il y avait encore une question ou réflexion là-bas au-dessus. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est plutôt une réflexion avec tout ce qu'on a entendu de votre part. Vous avez beaucoup parlé sur le temps, mais vous avez aussi évoqué le sentiment d'impuissance
Et je fais une petite réflexion en regardant un peu les chiffres que vous avez montrés au départ de cette discussion, avant la discussion, si vous voulez. Je me pose la question quand même si ça qu'on peut tirer comme leçon par le Covid, c'est en fait l'énergie que toutes les personnes qui ont quitté leur métier finalement, c'était pas un sentiment de puissance dans le sens que l'on dépensait beaucoup d'énergie pour un résultat qu'à notre métier, plus de soins, c'est plutôt négatif. Le nombre de morts, finalement, malgré toute l'énergie et tout le temps qu'on a donné pour soigner ces gens. Et ce qui est à part de la question de gestion du temps, il n'y a pas aussi la question d'accompagner les professionnels, de se trouver face à sa puissance au temps du temps et de l'accepter et faire avec son métier. Je ne sais pas si c'était... Oui, on va prendre encore peut-être une dernière question-réflexion, puis on fera une petite réaction, comme ça on prend trois à la fois. Et on respecte plus ou moins le temps qui nous est imparti. Voilà, bonjour. Je suis professeure de droit social à l'ULB et je me permets de réagir parce que je suis assez étonnée sur le discours anti-mesure et anti-évaluation que j'entends. Alors, il est un peu plus nuancé chez M. Chapeau qui s'intéresse quand même. Je vais prendre quelques exemples par rapport à ce qui a été dit en peu de temps. Pour évaluer qu'une personne, qu'un travailleur s'occupe dans une maison de repos n'a que 5 minutes pour nettoyer quelqu'un, il faut pouvoir quantifier ce temps. Il faut pouvoir vérifier combien de temps la personne va avoir en fait pour faire justement du contact et pour faire de la relation sociale. Pour évaluer dans un Airbnb qu'on ne se fait pas complètement avoir, c'est en effet assez utile de pouvoir mettre des points pour éviter que tous les consommateurs se fassent avoir tous les jours et on est content d'être quand même quitte de ce temps où on avait juste un guide et un manuel pour nous aider. Par rapport aux time sheets, pour vérifier qu'il y a 7 heures ou 8 heures de travail, on est sur des heures qui ont été négociées collectivement dans le cadre d'une concertation sociale et qui ont permis en effet de mettre une limite au temps de travail des travailleurs. Et donc il y a une série d'exemples qui sont donnés où voilà, je suis surprise et étonnée de ce discours parce qu'en fait, quantifier, ça a permis des progrès sociaux énormes, ça a permis de mettre fin à plein d'inégalités sociales. Et si on se limite à la confiance, j'ai peur qu'on retourne au temps des copinages et en fait qu'on ne permet pas vraiment de changer les choses. Donc voilà, je trouve que ce message, on peut critiquer la tendance bien sûr néolibérale et j'ai aucun souci à ce qu'on s'intéresse sur la façon dont les mesures sont faites, quel objectif elles poursuivent, mais critiquer la mesure et la quantification par nature me semble un réflexe fréquent pour l'instant et qui peut en effet ne pas nous amener vers le bon endroit. Et je me permets d'ajouter à ce que vous dites, je ne sais pas si mon micro Les autres, qu'on entend parfois aussi des responsables politiques, y compris à gauche d'ailleurs, dire qu'on manque parfois de mesures et de quantification pour mener des politiques au-delà d'entreprises, mais au niveau des politiques publiques, etc. Peut-être une petite réaction, Bernard. Je ne sais pas qui veut réagir sur cet aspect-là, ou Pascal Chat. Oui, c'est vous qui allez vous parler des normes, Thomas Tri. Bref, brièvement l'un et l'autre, et puis après on terminera ici. Peut-être, merci beaucoup pour la question qui pointe là un point de controverse et qui est intéressante. Alors, de mon point de vue, la mesure n'est pas un problème en soi, ou le protocole n'est pas un problème en soi. Ils le deviennent quand ils ne sont plus des approximations. C'est-à-dire quand ça devient inflexible et ne permet plus d'ajustement au cas par cas. C'est ça, je pense, qui coince pour le professionnel. Mais la mesure est nécessaire dans des objectivations, ça je vous suis. Le problème, c'est son usage. Je ne crois pas qu'on dénonçait la mesure en soi, mais plutôt la manière de l'appliquer dans la situation professionnelle, en négligeant la singularité des situations et l'adaptation au cas par cas. Est-ce que vous connaissez la loi de Goodhart? J'imagine qu'il y en a qui connaissent ça ici. Cette loi de Goodhart qui dit que quand la mesure devient la norme, ou l'objectif, en quelque sorte, elle cesse d'être une bonne mesure et qu'on aurait dans notre société toute une série de lieux où en fait on a mis des mesures en place parce que c'était utile. Je pense notamment dans l'enseignement, hein, on évalue très régulièrement les élèves, etc. Mais à se demander parfois si le but n'est pas devenu de bien répondre aux évaluations et pas forcément l'apprentissage qui est derrière. Enfin, je pose ça là parce que vous irez voir la loi de Goodhart sur Wikipédia si ça vous intéresse. Pascal Chapeau. Merci beaucoup, madame, pour la question, qui est une question très vaste.
Si j'ai laissé paraître l'idée que toute quantification devait être écartée, c'est que je me suis bien mal exprimé, mais je pense que j'ai pris des exemples, par exemple de l'eau, des ascenseurs et de l'ISO en général, pour dire qu'il s'agissait très très clairement de la structuration de normes de nos systèmes dont nous bénéficions énormément. Ce sont les qualités contrôlées. Et à côté de cela, je pense qu'il faut aussi réussir à penser, premièrement, les qualités libres, qui sont les qualités propres à certains types de métiers de l'humain, où c'est clair qu'une quantification existe, et à côté de celle-là, il faut aussi avoir un espace pour les qualités libres, et puis il peut y avoir aussi un effet étouffant, un effet pervers de ces normes. Je me souviens avoir vu dans Libération un chef étoilé qui parlait du fait qu'une dame dans une EHPAD, bon, c'était le moment pré-scandale EHPAD, avait, avant de saluer une dernière fois tout le monde, demandé d'avoir un œuf à la coque. Et les cellules qualité de l'EHPAD s'étaient réunies pour voir si on pouvait introduire un œuf à la coque, et on lui avait dit mais non, il faut que ce soit des œufs en Tetra Pak. Et ce chef avait fait toute une tribune en disant voilà, l'excès absurde d'un égalitarisme et de ne pas respecter ce désir-là. Ceci pour dire que notre société est une société ultra normée. Dans bien des domaines, c'est pas une mauvaise chose, parce que vous le dites bien, il y a d'autres types de production de normes beaucoup plus mafieuses dans toute une série d'autres mondes. Je n'en disconviens absolument pas, mais dans ce qui nous occupe aujourd'hui, qui sont les métiers du soin, je pense que les qualités libres peuvent aussi être réhabilitées. On est comme d'habitude dans des réflexions sur les équilibrages.